Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, je suis pas pire parce que je suis en congé cette semaine. J'ai enregistré un podcast assez relax. Puis cette semaine, m'est arrivé de quoi de bizarre. Je me suis rendu compte comment que les publicités Facebook marchaient ou je sais pas si leur algorithme fonctionne comme du monde. Mais j'étais sur mon téléphone en train de regarder ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité. Puis là, je me suis mis à voir à tous les 2-3 posts le sac de chips. Le sac de chips. Le sac de chips. J'ai jamais aimé la page Facebook. J'ai jamais cliqué j'aime sur la page Facebook du sac de chips. C'est tout des hosties. Chris, j'ai jamais vu ça. Toutes des nouvelles ça n'a juste pas d'allure, là. Ce qui a attiré mon attention, c'était Don Cherry est un homme blanc, donc c'était juste une question de temps avant qu'il y ait son podcast. Ouais, c'est quoi ça? Donc, j'ai compris que à ce moment-là, je disais, OK, le monde du sac de chips, ils viennent de se payer une publicité Facebook, puis ils ont dû dire, OK, on va viser les bonhommes entre l'homme blanc, QI en bas de la moyenne, entre 35 et 45 ans. Puis, bon, ça doit être la seule manière que je vois pourquoi que je recevais un post sponsorisé du sac de chips à toutes les 2-3 posts, parce que je vois pas comment qu'il aurait pu me... Fait que c'est ça. Fait que je suis sûrement un angry white man avec un QI en dessous de la moyenne. C'est pour ça que le sac de chips me visait. Donc, c'est ça. Pas super intéressant, mais ça va être ça cette semaine. Parce que cette semaine, l'invité que j'ai reçu, pauvre elle, qu'elle soit pognée avec une introduction de même, mais c'est Christine Potvin. Christine Potvin, c'est une retraitée des Forces armées canadiennes qui vient de sortir un livre avec des témoignages et des portraits photos de personnes qui ont fait partie de la purge dans les Forces armées canadiennes, la GRC, parce qu'ils étaient homosexuels. Donc, elle est venue nous jaser un peu de son parcours dans l'armée, puis d'où est venu ce projet de livre-là. Puis elle nous a parlé du monde qu'elle a rencontré, tout ça. Extrêmement intéressant. Hallucinant aussi quand tu penses que le gouvernement avait une unité spéciale d'enquêteurs dont le travail principal était de trouver, chasser et mettre les gays dehors de la GRC ou de l'armée ou de certains types de fonctions publiques. Donc, vraiment un podcast extrêmement intéressant. Je vous souhaite une belle écoute. Je vous souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bon, mais je pense que tout roule. Excellent. Donc, Christine Potvin. Oui, c'est moi. Ben, bienvenue à Tire-toi une bûche. Merci. Nous autres, on se connaît par Annie-Claude, ta conjointe, qui est la propriétaire de ma belle-mère. Puis, le duplex, tu parles? Oui. Ah, OK. Oui, la mère de ma conjointe reste au duplex ici. Elle reste à l'étage où Annie-Claude restait avant. D'accord. Oh, fait que c'est ça, fait elle m'a mis en contact avec toi parce que tu viens juste de publier un livre, ça fait-tu longtemps? Là, il vient de sortir sur Amazon. Ça fait une couple de semaines. On a fait une couple de petites revisions, là, puis on l'a remis sur Amazon avec des petites corrections, mais ça. Mais ouais, à peu près 2 semaines. OK. Il est juste disponible sur Amazon pour l'instant? Ouais, Amazon.com, OK. parce que c'est US. Quand tu ouvres un Kindle account, là, c'est US. Mais éventuellement, ça peut se propager. Le but, c'est de l'envoyer à travers le monde, passer le message à travers le monde. OK. So, mais c'est un livre version électronique sur Amazon? C'est print on demand. OK. Donc, il y a une version française et anglaise. Puis tu mets le titre, puis ça t'amène au livre, puis tu commences $19,95 pour US, là. C'est aussi simple que ça. OK. Mm-hmm. Ah, c'est le fun.
Fait que c'est simplement... Ah, c'est le fun parce que il n'y a pas de surproduction. Ben, effectivement, c'était le but principal, c'était de propager le message à travers le monde. Le deuxième but, c'était de pas faire de gaspillage, là, puis de seulement imprimer ce qu'on avait besoin, là, ce que les gens voulaient. Moi, j'en achète comme auteur pour les revendre à ceux et celles qui veulent ma signature ou la signature d'une des survivantes dans le livre ou peu importe. Là. OK. Mais à part de ça, il n'y a pas de gaspillage. Ah, nice. Non, c'est vraiment cool. Oui. Fait que... Bon, ben là, le monde savent. Bon, t'as un livre, là, on sait toujours pas de quoi qu'on parle. Toi, t'es retraité des Forces armées canadiennes? Oui, j'ai joint en 89, j'ai signé en 88. 89, j'ai commencé j'ai tout recru à Cornwallis. Dans le temps, on allait toutes à Cornwallis. Saint-Jean, ça n'existait pas, là, la méga. OK. Puis ensuite, je me suis promenée un peu d'une base à l'autre. J'ai fait Gagetown pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai fait Ottawa, Petawawa, Québec, Valcartier. J'ai fini à Petawawa en 2017. Donc, j'ai fait à peu près 19 ans. J'ai eu une retraite médicale. Puis, ça m'a emmené à l'école de photographie. Ça s'appelle SPAO. C'est School of Photographic Art Ottawa. La raison pour laquelle je voulais la photographie, c'était quand j'ai joint 30 ans passés, je voulais être photographe militaire, mais le métier n'était pas ouvert. Ah. So, je me suis dit, on va dans le médical. Ça, je connaissais ça. So, j'ai fait dans le médical. Puis, à ma retraite, je me suis dit, je vais aller en photographie. J'avais pas un gros portfolio, mais parce que j'avais été 3 fois en Afghanistan, mes 3 missions, j'avais beaucoup d'histoires, puis j'avais beaucoup de photos que pas grand monde apporte à cette école-là. Puis que pas grand monde dans la population générale ont pu voir. Oui. Je montrais pas ça à tout le monde, ces photos-là, c'est évident. Là. Mais donc, ils m'ont accepté sur le programme. C'était un programme de 2 ans à temps plein. Puis la première année, tu fais du film. Donc, les vieilles caméras. J'avais une vieille Hasselblad, là, 12 poses, puis c'était du noir et blanc seulement que je faisais. Puis tu développes ton film, tu as tes négatifs, tu t'en vas dans la chambre noire, puis tu développes tes photos. C'est vraiment cool. À l'ancienne. Là. Puis... ouais. C'est le fun, mais en même temps, le problème, c'est que, ça t'empêche d'être patient, ça t'empêche à composer, à vraiment comprendre la lumière, la composition d'une photo, à prendre ton temps. Oui, parce que c'est facile aujourd'hui. Là, tu peux prendre... 1000 photos dans 1 heure, genre. Là, mais le côté moins intéressant, c'est le gaspillage d'énergie, parce que ça prend beaucoup d'eau. Okay. Pour développer le film, ça prend beaucoup d'eau. Puis un petit peu de produits chimiques. Dans le noir et blanc, c'est moins chimique. Mais dans la couleur, c'est beaucoup plus chimique. Là. Ça, c'est le côté moins bien du film. Positivement, si tu développes tes négatifs maintenant, tu peux tout mettre sur un scanner puis développer tes photos digitales maintenant, de façon digitale. Donc, tu peux quand même continuer à faire du film, mais avec développer avec la technologie moderne. Ça, c'est ça. On est embarqué dans cette école-là, puis... au début, tu fais comme 5 ou 6 modules d'architecte, nature morte, puis aussi portrait. Puis quand je suis arrivée au niveau portrait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais je savais depuis le début que je voulais travailler avec les vétérans, avec des problèmes de PTSD ou de santé mentale. Parce que moi aussi, j'ai le PTSD, puis je suis suivie, à cause surtout des missions, là. Puis, j'ai rencontré une dame à travers mon vétérinaire qui a dit « Hey, je connais quelqu'un qui te parlerait, tu sais, je vais prendre des photos. » OK, cool. On va rencontrer cette dame-là, c'est Diane, c'est la première personne qui est dans mon livre. Puis elle, ça fait presque au moins 40 ans qu'elle disait son histoire à tout le monde, surtout au gouvernement. T'sais, il est arrivé ça, là, il est arrivé cette histoire-là, on va en parler un peu après, là. Puis il n'y a personne vraiment qui l'écoutait. « Ah, mais ça, c'est dans le passé, tu sais, » ou pas beaucoup de personnes au niveau du gouvernement répondaient à ces lettres. OK. Pas de support, pas d'écoute. Aucune écoute, vraiment, aucun intérêt. Personne qui voulait prendre en charge cette responsabilité-là. Un peu comme qu'est-ce qui est arrivé avec les Japonais, tu sais, qu'on les a mis dans un camp, là, puis ça a pris des années avant de se faire avoir l'excuse, là. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé avec eux autres. OK.
Puis finalement, elle m'a invité chez elle. Je me suis assise à la table chez elle pendant un bon 3 heures. Elle m'a conté son histoire. J'ai pleuré parce que c'était incroyable ce qu'elle me disait. Moi, quand j'ai joué en 89, ça existait encore, ça, cette persécution-là, ce witch hunt-là. Puis je savais qu'il y avait des petites choses qui se passaient, mais pas l'étendue de l'histoire, de l'horreur qui se passait dans les Forces armées canadiennes, puis au Canada en général. OK. Ouais, dans la fonction publique. Excuse-moi, je suis un mauvais hôte. Non, c'est beau pour le moment. OK. Si t'as soif, il y a de l'eau qui est là. D'habitude, je sers le verre. C'est bon. On s'est mis à jaser. OK. Donc, dans les forces, toi, t'étais une médicale? Ouais, j'ai commencé comme... aujourd'hui, ils appellent des MedTech, Medical Technician. Dans le temps, on appelait ça des Medical Assistant. OK. Puis en 96... je me dis, je veux faire d'autres choses. Je veux rester dans les forces, mais il y a d'autres choses à faire. Puis il y a un métier dans les Forces armées canadiennes que c'est technicienne au bloc opératoire, Okay. Operating Room Technician. Puis c'est nous autres qui assistent les chirurgiens dans les chirurgies. Puis on fait le nettoyage des instruments, la stérilisation, on fait la maintenance d'équipements, tout ça fait le même. Ça avait l'air bien intéressant, mais le métier était fermé. En 96, ils ont dit « Ah, il est ouvert ». Ça faisait 7 ans que j'étais m'aider, puis je me suis dit, je veux faire d'autres choses. Puis en plus, ça donnait une licence civile, parce que le cours se donnait cette année-là, la première année que ça a été ouvert à Ottawa. Je suis retournée dans mon coin de pays, comme on dit au Québec. Puis c'était 6 mois. Puis c'était aussi avec l'hôpital général d'Ottawa. OK. Donc, on faisait des stages à l'hôpital, dans des vrais blocs opératoires. Là, puis on faisait notre théorie au Centre médical national. Puis ensuite, j'ai été mutée à Ottawa. J'ai resté là un petit peu de temps. Je suis allée en Afghanistan en 2004, à Kaboul. C'est-tu ton premier voyage en Afghanistan? Ma première mission. Ta première mission? Oui. Je suis presque allée à Rwanda en 94. J'étais la dernière mission qui devait y aller. Finalement, ils ont tout arrêté. Il y a eu beaucoup de problèmes à Rwanda, M. Dallaire. Tout le monde connaît son histoire. Là. Bon, je m'en allais là. Puis finalement, ils ont tout cancellé. Puis, tu sais, un petit mot là-dessus. Moi, je faisais les examens médicaux. Quand les gars revenaient, les gars et les filles revenaient de Rwanda. Même en 92, si je recule encore plus loin, je voyais les gars qui revenaient de la Bosnie en 91-92. Ouais. Puis c'était pas beau à voir. Puis le PTSD dans ce temps-là, c'était pas vraiment reconnu encore. On parlait de ça, puis c'était comme... c'était une honte d'avoir des blessures des blessures mentales. Ouais. Maintenant, on les appelle des blessures de guerre, mais dans le temps, c'était comme... Ouais, il y avait toutes sortes de noms qui sortaient, mais il y avait aussi beaucoup d'insultes. Puis les gars, entre eux autres, ils reconnaissaient pas leur douleur et leurs blessures. Là. Il n'y avait pas de support aussi au niveau du gouvernement, vraiment. M. Dallaire a vraiment fait développer tout ce programme-là. C'est lui qui a mis ça sur la map, le PTSD, vraiment. Là. Donc, c'est ça. En 2004, je suis allée à Kaboul. Je suis revenue... je me souviens pas combien de mois, 6-7 mois peut-être. Ensuite, j'ai été mutée à Petawawa. Petawawa, ça, c'est à l'ouest d'Ottawa, du côté... parce que j'étais allé à Ville-Marie l'autre fois, pas loin de Rouyn-Noranda, en char, puis je pense que j'ai passé pas loin de Petawawa. Oui, possiblement. Pembroke, Petawawa, c'est vraiment à peu près... peut-être 1h30, 1h45... presque 2 heures, dépendant. Là. C'est pas mal dans le bois, là. Il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de sapins, là, dans ce cas. C'est ça. Il y a beaucoup de ressources naturelles, qu'on peut dire. C'est ça. Non, ça, puis je voyais beaucoup de trocs militaires, puis tout ça. C'est certain, oui. Okay. Ouais, c'est une grosse base d'armée, là, t'sais. Puis c'est ça. Ensuite, en 2007, je suis repartie en Afghanistan. Cette fois-ci, c'était à Kandahar. On avait tout déménagé... à Kandahar. Puis, je suis revenue à PET, j'ai eu ma promotion. En 2008, je suis mutée à Valcartier.
Puis 2009, on s'en retourne à Edmonton faire mon entraînement pour ma 3e mission. Sur la première année, je suis allée avec Valcartier. Deuxième année, je suis allée Edmonton. Il y avait différents groupes. C'est les différents groupes de combat qui vont là, qui se présentent avec nous autres comme adjoints au Artec. On est un petit groupe. On va 1 ou 2 techniciens. Donc, on va avec le Battle Group qui va là cette année-là. Okay. Ou cette route-là, cette mission-là. So, cette fois-là, chaque fois, je suis allée avec autre que ma propre base. OK. Mais c'est le fun parce que tu rencontres beaucoup de gens. Puis c'est certain que c'est international. Je pense qu'à un moment donné, il y avait comme 40 pays sur le camp à Kandahar. Okay. C'est immense. C'est vraiment immense. C'est des grosses missions. T'sais. Puis, c'est ça, en 2010, début 2010, je suis revenue au Canada, je suis à Valcartier. Et en 2015, j'ai été mutée à Petawawa. C'était mon dernier posting, ma dernière mutation. En 2017, je suis retournée à Ottawa, sortie des forces médicales, puis à l'école. OK. Puis là, je suis ici. Mais ça va être... tu sais, je veux dire, c'est des longues missions, puis c'est pas... le public ne savent pas là, ce qui se passe là-bas, mais tu sais, être dans le médical, dans des conditions... Je sais même pas de quel genre de conditions non plus là-bas qu'il y a. Tu sais, ça ressemble pas à MASH, là, j'imagine, là, mais... Oui, ça, comme les Américains, à un moment donné, quand ils ont installé comme... quand on est arrivé à Kandahar, avant qu'ils installent les installations permanentes, là, il y avait encore les vieilles tentes vertes là, pour les cuisines. Là, ouais. Mais, puis nous autres, à Kaboul, on restait dans... C'est des genres de tentes, mais sont comme rondes sur le top, là. Puis il y a comme un petit air climatisé, puis une chaufferette à chaque bout, là. Puis tu peux coucher comme... Il y a comme des petits compartiments, là, des petites divisions. Tu couches là-dedans, il y a une cuisine, tous les services sont là quand même. Au point de vue médical, on a toute la technologie que tu trouverais dans n'importe quelle ambulance civile, n'importe quel hôpital, n'importe quel bloc opératoire au Canada et aux États-Unis. Là. C'est juste que c'est plus compact. C'est portable, puis c'est plus compact. Mais la technologie est la même. T'sais, on sauve des vies de façon incroyable. Là. Le niveau de blessure là, qu'on voyait à Kandahar, c'est... à un moment donné, je pense qu'on avait comme 95% de succès de survie sur des blessures qui sont atroces. Je n'irai pas dans les détails, mais pour te dire que on avait des chirurgiens, des spécialistes qui venaient des civils qui venaient d'un peu partout à travers le monde, puis eux autres avaient jamais vu la majorité, à moins qu'ils aient fait une autre mission, là, le niveau là, puis la gravité des blessures qu'on voit là-bas. Là. Alors, c'est assez... on s'y est occupé. C'est 24/7. Tu peux faire un 10 heures, tu peux faire un 12 heures, tu peux faire 15 heures. J'ai même fait un 30 heures. Okay. Tu sais, quand ça rentre, ça rentre. Oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Quand il annonce, il y a une alarme qui dit, OK, les pagets de bord, puis tout le monde rentre. S'il y a un mascal. Mascal, ça veut dire qu'il y a plusieurs blessés. Là. Souvent, on dit qu'il va y en avoir 15, puis il y en a 2 qui rentrent. Il y en a qui n'ont pas survécu ou ils ont été redirigés ailleurs parce que on a le camp principal qui est on a la capacité de faire des CT, tous les tests que tu fais dans un hôpital, mais des fois, on dit, ceux-là, ils n'ont pas besoin de tous ces traitements-là. On va les rediriger dans des plus petites bases où ils ont des niveaux médicaux moins intenses, moins importants parce que le niveau de blessure est... Mais adapté à leurs besoins, eux autres, pour ne pas prendre de la place. Effectivement, oui. Ouais. Parce que tu le gonnes tout le temps, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Là. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. T'sais, ça peut être, comme je dis, il y a une description de telle ou telle blessure, il arrive puis il n'y a rien. T'sais, mais ça peut être parce qu'ils ont rédigé quelqu'un d'une autre place ou ils l'amènent à la morgue. Oui, ils l'ont perdu dans le chemin. Puis... Ouais. Puis une fois que les gars, si c'est les Américains, Canadiens... Coalition comme les Australiens, peu importe, sont redirigés soit en Allemagne, s'il faut, disons, on les stabilise. Oui. Puis une fois qu'ils sont assez stables pour voyager, là, on les envoie en Allemagne, par exemple. Okay. Là, ils vont avoir soit des soins plus définitifs, pour vraiment les stabiliser,
ou bien ils vont les envoyer de là, aussitôt que possible, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe. Dépendant, là, s'ils sont capables de voyager ou non. OK. Donc, c'est go, go, go. Après ça, bon, tu as fait ton cours de photographie. C'est là que tu t'es mis, après ça, à rencontrer du monde. Puis, à l'origine, ton but, c'était pas de... Excuse-moi, j'aurais juste la ramasser. Ouais. Ça, à l'origine, toi, ça vient d'où l'idée? D'où c'est sorti? C'est après la rencontre avec la dame que tu me parlais tantôt? Parce que là, c'est ça, tu as du texte, puis là, j'imagine que tu as des photos. Oui, des portraits. Tu as des portraits de... Quand j'ai rencontré Diane, ce qui arrive, c'est que la deuxième année, il faut que tu fasses un gros projet. C'est ton projet de graduation, c'est ça qui est exposé à la galerie durant la graduation, l'exposition de fin d'année. Tu te dois d'avoir une installation au mur, et de un, et de deux, un portfolio et ou un livre. OK. Bon. Quand je regardais, quand je pensais à Diane, puis, tu sais, je commençais à vraiment, là, dans le fin de ma première année, à penser, puis tout l'été, avant de recommencer l'école, au mois de septembre, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire, là, parler parce qu'eux autres sont, la majorité, sinon tous, ont du PTSD aussi. Ils ont été traumatisés à des... Tu sais, on parle de viol, on parle de... Ils se sont fait battre, ils se sont fait interroger comme des prisonniers de guerre. Des jours, des semaines, des mois, des années. Certaines ont passé leurs 20-25 ans de carrière à être pourchassées, puis traumatisées. Puis je me disais, crime, il faut compter cette histoire-là. Il y a eu... un documentaire qui a été créé par Sandbang Productions, ça s'appelle The Fruit Machine. The Fruit Machine. The Fruit Machine, ça sortait en 2017, je crois. C'est rendu au niveau international, ça a gagné toutes sortes de prix. Puis, il y a deux versions. Il y a une version 81 minutes, puis une autre, c'est 56 minutes, je pense. Puis, ils ont interrogé là-dedans, c'est vraiment d'interroger des victimes de la purge. Il y a des gens de la GRC, puis militaires. Puis, Sarah Fody, qui est une des coproductrices, elle les interroge, puis parle de ce qu'ils ont vécu. C'est un documentaire qui vient de chercher, là, puis à partir de là, je me suis dit... OK, un documentaire, c'est beau, mais ça a ses limites aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va s'asseoir devant un téléviseur puis qui va regarder ça. C'est pas tout le monde qui entend parler de ça. Comment est-ce qu'on peut diffuser cette histoire-là de façon différente? Puis ensuite, je me suis assise et je me suis dit, j'ai l'opportunité de créer ce livre, un livre. Oui. Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne le sais pas encore, mais je savais que c'était ça que je voulais faire, à ce point-là. Okay? J'ai commencé à en parler à Diane, j'ai commencé à rencontrer d'autres survivantes, les gens m'appelaient, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je mette quelque chose sur Facebook, parce qu'ils ont leur propre groupe privé, puis Diane m'a introduit tout de suite pour que je puisse communiquer avec les gens. So, j'ai mis un message Facebook, j'ai dit, gars, je veux faire un livre, je veux vous donner une voix. Autre que le Fruit Machine. Je vais vous donner une autre façon de compter votre histoire. Puis aussi parce que dans le Fruit Machine, je pense qu'ils ont filmé comme 23 heures plus, mais il y avait juste droit à une limite de 81 minutes. Donc, c'est pas tout le monde qui a pu parler. Oui, ou t'as pas des histoires complètes, ou t'as moins de détails. So là, je me suis dit, je vais leur donner une voix. Puis là, il faut que j'introduise la photographie dans ce projet-là. Puis j'avais jamais vraiment fait de portrait. C'est ma première année. Je me suis dit, oh my God, il faut pas que je gâche ça, cette opportunité-là, de vraiment là, leur donner leur voix. C'est ça, je dis, la voix, tu sais. Ouais. Puis, j'ai passé à travailler des heures à écrire des idées, là, puis à dire comment je vais faire ça. Puis je parlais, tu sais, au directeur d'école, que lui, sa spécialité, c'est le portrait aussi. Puis... En tout cas, tu sais, j'ai présenté des façons de faire mon projet. Je me suis dit, je fais-tu juste portfolio? Je vais-tu vraiment dans le livre, tu sais? Puis finalement, je dis, non, faut que je fasse le livre, faut que ça soit des portraits, c'est certain. Puis là, je regardais dans les livres pour voir, OK, comment je veux avoir les portraits. Puis j'aime bien le noir et blanc parce que c'est beaucoup plus dramatique. Mais en même temps, c'est parce que
tu sais, tu regardes leurs photos, puis tu te dis, tu vois pas la couleur de leurs cheveux, tu vois pas la couleur de leurs yeux, la couleur de la peau. Parce que l'idée derrière ça, c'est de les représenter comme un être humain égal. C'est pas... C'est certain qu'il y a hommes et femmes, mais c'est là que ça arrête, là. Oui. Tu vois pas les cheveux gris, puis... So, je me suis dit, OK, il faut que ça soit noir et blanc. J'aime bien ça, premièrement. Mais ensuite, je me suis dit, comment je vais faire ça? Bon, il faut que je leur parle. So, je me suis dit... J'avais toutes sortes d'idées, façon comment j'étais pour faire le setup. À un moment donné, j'avais parlé de recréer une salle d'interrogation. Mais quand je parlais, puis j'ai toujours demandé leur opinion parce que je voulais pas vraiment les rejeter dans cette situation-là. Tu sais, c'est des triggers. Hein, oui, créer un malaise ou... Ou les rejeter dans une situation où ils paniquent, tu sais, ils ont de l'anxiété. Comment est-ce que je fais ça? Oui, parce que là, tu parles de personnes qui ont eu des PTSD, comme tu dis, des syndromes post-traumatiques. Oui. Puis, en même temps, c'est pas ça le sujet principal de ton livre. On n'a pas encore parlé, là. Je vais te laisser... Oui. Mais fait, tu sais, c'est ça, tu te ramasses avec du monde qui ont beaucoup de bagages, hein. Fait que c'est vraiment marcher sur des œufs, j'imagine, pour les amener à se confier puis à te faire confiance. Bien, il y a eu beaucoup de conversations, que ce soit vis-à-vis, que ce soit par téléphone ou par courriel, Messenger. J'ai eu des heures et des heures et des heures de conversation pour établir ce qui est le plus difficile pour eux autres, la confiance. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui était détruit. Oui. OK? So, je me suis dit, OK, je vais leur parler face à face parce que j'ai établi ce lien-là où je pouvais rentrer dans leur bulle maintenant. Puis moi, je leur permettais de rentrer dans la mienne. Oui. Parce que je leur ai parlé de mon PTSD, puis je leur ai parlé de mon enfance et des choses qui étaient arrivées pour leur dire, gars, moi, je te dis, là, qui je suis, là, dis-moi ce que tu veux me dire. Là. Conte-moi ton histoire. La tienne, es-tu dans le livre? Quelque peu, oui. OK. Oui. Puis, là, je me dis, OK, on va faire des portraits très proches. So, où on est assis, là, ben, j'étais encore à moitié chemin, là, plus près. Oui. Là. Oh, oui. Puis j'avais une lumière ici. Mais je me suis dit, comment je vais les enregistrer? Parce que la caméra, c'est une très bonne caméra, mais le son n'est pas toujours aussi bon. Je me suis acheté un petit voice recorder avec un microphone. Je l'ai accroché là. Je leur ai donné la machine, puis je leur ai dit, ça, c'est le piton on-off. Si tu veux arrêter n'importe quel temps, you're in control. C'est pas moi qui contrôle l'entrevue, c'est toi qui contrôle l'entrevue. Oui, je vais poser des questions pour te diriger, mais ensuite, tu me dis mon histoire. Si c'est trop, t'arrêtes. N'importe quel temps, ça m'insulte pas. Ça, c'est important de leur donner le contrôle parce que c'est ce qu'ils n'ont jamais eu pendant qu'ils étaient persécutés. Puis la confiance. Ça, ces deux choses-là ensemble, là, ça... Puis c'est ça. La seule chose, j'avais peur de... Puis c'était une salle privée. Une fois que j'avais mon idée, je me suis dit, OK, où est-ce que je fais ça? T'avais pas de studio, moi, là? Non. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça, là, c'est une histoire qui appartient, qui devrait être dans le musée de guerre. Musée national. OK. J'ai contacté une amie qui connaissait quelqu'un d'assez haut placé, puis lui, sa réponse au musée, c'est « Ça appartient pas au musée de guerre, cette histoire-là. » Je fais « Ah ouais? Moi, j'accepte pas ça. » So, j'appelle le département d'histoire du musée de guerre, puis j'aimerais rencontrer quelqu'un en référence à cette histoire-là. Au moins rencontrer quelqu'un. Puis en passant, je vais avoir des survivants avec moi. Parce que je savais que si Diane, par exemple, disait son histoire, ça frapperait dans le dash. Ah oui. So, finalement, on a notre meeting, puis il y a celle qui s'occupe des affaires publiques, des relations affaires publiques, puis il y a l'historien post-1945. Lui, il est assis là puis je lui ai dit, Diane, dis ton histoire. Après qu'on s'est tout présenté. Écoute, son visage, là, je savais. We were in. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là. So, finalement, quand on a tout fini le meeting, j'ai dit, ah oui, Diane a dit, ouais, dis. Parce que j'avais appelé Sarah Foley, puis j'avais demandé si on pouvait diffuser Fruit Machine à l'école. Parce que on a beaucoup de jeunes étudiants. Puis je trouve que c'est important d'aller chercher cette génération-là. So, j'ai dit à Andrew, j'ai dit, ouais, on va montrer le Fruit Machine à l'école, telle date.
il dit, je dégage mon agenda, I'll be there. Puis il était là, puis posé beaucoup de questions. Il s'est présenté à l'exposition le soir de la graduation de l'exposition. Il a commandé 2 livres. OK. Parce que, puis, par la suite, je m'en vais tout ça en avant, il m'a rappelé pour me dire qu'il avait parlé aux archives, à quelqu'un aux Archives nationales du Canada, puis il voulait avoir les entrevues originales archivées. OK. Parce que ça a vraiment un élément historique. Donc, j'ai réussi à... Un de mes buts, c'était d'aller au musée de guerre. J'ai rappelé celle qui est en relations publiques. J'ai dit, j'ai des entrevues à faire à Ottawa. Je pourrais-tu utiliser le musée? Ben, elle dit, oui, on a des bureaux. Tu veux un bureau? J'ai dit, il faut que ça soit privé, qu'il n'y ait pas de trafic. Ça va être 1 sur 1. Puis, tu sais, je veux pas avoir trop de distractions parce que ça va être très émotif aussi, là. So, j'ai été 2 fins de semaine de suite au musée de guerre à partir du dernier, sur l'avant-dernier l'avant-dernière fin de semaine de janvier. J'ai eu 2 jours d'entrevues, plusieurs entrevues. Puis la dernière fin de semaine de janvier, qui était la première fin de semaine de février aussi, j'ai eu 2 entrevues. Ça, c'était mes premières entrevues. Par la suite, je me suis dit, OK, je vais où? Ben, j'attends que les gens me répondent, me disent, OK, moi, je vais être dans le livre. Oui. Je suis partie un mercredi avec mon ex-conjointe dans Tempête de neige au mois de février, les grosses tempêtes qu'on a eues. Je suis arrivée à Québec le mercredi soir. Le jeudi, je faisais des entrevues. Une entrevue à Québec. Puis ensuite, on est resté là le vendredi. Le samedi matin, dans Tempête, on est reparti à Moncton. T'as un bon choix. Ah oui. J'ai fait 4 entrevues. Parce qu'il y en a qui avaient descendu 2 d'Halifax. On a fait des entrevues. Puis ensuite, je suis redescendue le dimanche. Je suis arrêtée à Trois-Rivières parce que quelqu'un m'avait appelé. Puis il me dit, hey, je peux pas aller à Montréal, mais si tu peux arrêter à Trois-Rivières, on va faire une entrevue. Pas de problème. Le lendemain, le lundi matin, j'ai fait mon entrevue. Je suis retournée chez nous. Puis, la fin de semaine d'après, j'avais une entrevue à la salle. Dans 3 semaines, j'ai fait 14 entrevues, des photos. De job. Écoute, puis ensuite, là, il fallait que commence ma post-production. Oui. Nettoyer les photos avec le directeur de l'école qui est aussi le directeur qui nous aide avec nos projets, créer l'introduction, puis tout le writing qui vient avec. Tout ça. Puis là, j'avais un programme que je disais, mais c'était pas vraiment... j'aimais pas la traduction. Le speed to text, là. Ben, un comme ça, là. Puis finalement, ben, fallait que je condense les entrevues. Ben oui. Chaque entrevue était entre 1h30 et 2h30, à peu près, dépendant. J'ai écouté, réécouté, et puis essayé de sortir ce qui était les éléments importants pour chaque. Puis mettre ça dans le livre. Puis ensuite, toutes les autres écritures qui viennent avec, puis quelques photos que je disais, OK, envoyez-moi des photos quand vous étiez jeune. Je veux prendre... Il y a des éléments qui sont représentatifs, symboliques. Comme une voiture, là-dedans, il y a une voiture qui est symbolique. C'est celle qui se faisait ramasser avec pour aller dans les interrogations. Genre, j'ai trouvé une photo, je l'ai mis dedans. Une photo de l'Afghanistan, une main qui est complètement brûlée, de la peau à lèvres. C'est parce que ils se sont fait tout arracher leur confiance, leur personnalité. Il y a beaucoup de symboles aussi là-dedans. Là. C'est ça, on a mis le livre ensemble, puis j'ai l'original où c'est une copie unique qui était faite, c'est hand-binded. So, on a imprimé à l'école, puis je suis allée à une compagnie à l'extérieur d'Ottawa, puis ils ont imprimé le livre unique. OK. Je suis certain qu'il y avait des erreurs, parce que là, on parle d'un temps très condensé pour une telle production. Puis, j'ai gradué, puis là, je me suis dit, moi, ce livre-là, je veux voyager avec les filles, puis aller dans les universités, dans les collèges, dans les secondaires, puis aller aux États-Unis, puis peu importe où ils veulent, puis les emmener avec moi, ceux qui veulent voyager. Parce que quand on est ensemble, les gens veulent leur parler eux autres. C'est pas nécessairement moi qui veux parler. Ils veulent entendre de vive voix leur histoire, tu sais. Puis c'est pour ça que je le fais, c'est pour eux autres. C'est pas mon histoire, c'est leurs histoires, eux autres. On a eu le book launch le 5 octobre à Montréal.
Dorval, hein. Puis j'avais quelques-unes des survivantes avec moi, puis on restait là presque toute la journée, tu sais. Puis les gens leur parlaient. C'est important, tu sais. Tu mets vraiment là, quelqu'un live, là. C'est pas sur un film, c'est pas dans un livre, c'est live. C'est des vraies victimes, des vrais survivants, là, tu sais. So, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est l'avantage. C'est le chemin. Oui, c'est le chemin. Le chemin que tu as jusque-là. Fait qu'on parle, en gros, on voit le titre, là, c'est Purger leur crime, l'homosexualité. Oui. Donc, vraiment, c'est tout du monde qui était dans la fonction publique, pas juste dans l'armée, dans plusieurs corps, dans plusieurs départements de la fonction publique. Tantôt, tu parlais peut-être GRC, Forces armées, qui ont été persécutés parce qu'ils étaient homosexuels. Effectivement. Tout a commencé, d'après ce qu'on... La grosse histoire, c'est à partir des années 50, il y a eu le Cold War, là, puis les grosses paniques du gouvernement vis-à-vis les espions russes, puis le chantage. C'était vraiment... C'était vraiment, au début, probablement... vraiment pour la peur que les homosexuels se fassent, qu'ils soient victimes de chantage, puis qu'ils donnent des secrets au niveau national. Okay. Donc, il était devenu une menace pour la sécurité nationale. OK? Faut dire qu'il n'y a aucun document à travers le monde qui prouve qu'un homosexuel a été efficacement victime de chantage. Okay. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été victimes de chantage parce que, ils trompaient leurs femmes, leurs hommes, peu importe. Oui. Mais un homosexuel, d'être victime de chantage avec succès parce que c'est homosexuel, ça n'a jamais arrivé. En tout cas, c'est pas documenté. Non, il y a des vrais vices qui font que tu peux faire chanter du monde. Effectivement, tu sais. Donc... dans les années mi-50, ils ont commencé à purger. Ils ont commencé la witch hunt, la chasse à la sorcière, vraiment. Ceux qui étaient identifiés, que ce soit prouvé ou non, étaient libérés de leurs fonctions. Okay? La GRC, il y a eu un professeur à l'université de Carleton à Ottawa qui a passé, je pense, 1 an aux États-Unis pour étudier de la technologie relative aux mensonges puis à d'autres choses. Puis lui, il a créé cette machine-là. Puis c'est une machine il branchait, là. Il branchait la machine comme un lie detector, là, un détecteur de mensonges. Il les assoyait dans une chaise. Il y avait un gros écran devant eux autres, puis là, il projectait des photos d'hommes, de femmes, nus ou semi-nus, peu importe. Puis, la base de tout ça, c'était si tu avais une réaction pupillaire. OK. Complètement idiot. C'est prouvé que ça fonctionnait pas pour plusieurs raisons. Mais si le moindrement, tu connais un peu la fonction des yeux... tu sais, là, moi, j'ai beaucoup de lumière dans les yeux, là. Ben, mes pupilles, ils sont plus petits. Oui. Ils ajustent. S'il y a moins de lumière, ben, ils s'ouvrent, comme une caméra, right? Ou s'il y a quelque chose qui passe rapidement, ben, tes yeux bougent. Au point de vue médical, si tes yeux, il y a plus de distance entre eux, ben, ils vont agir différemment. Il y a toutes sortes de facteurs qui faisaient que c'était complètement ridicule. Il y a un sergent, apparemment, à GRC, que c'est lui qui l'a appelé The Fruit Machine parce que, tu sais, les gars, you're gay, you're fruit. C'est une expression. OK, ça, je connais pas. C'est une expression. Faggot, fruit, tu sais. OK, mais fruit, je connaissais pas, là. Ouais, tu sais, you're fruity, you're faggot, tu sais. Okay. C'est que ça vient de là. Donc, ça a continué vraiment là, jusque dans les années presque mi-90. En 69... Jusque dans les mi-90? Oui, monsieur. C'est très récent, là. En 69, on sait que M. Trudeau a décrété que le gouvernement n'avait pas sa place dans les chambres à coucher de la nation. Mais, ceci dit, lorsqu'ils ont légalisé l'homosexualité, en parenthèse, c'était 2 adultes consentants, mais à l'âge de 21 ans.
puis il y avait d'autres prérequis, là, mais c'est ça le gros de l'histoire. Donc, c'était pas vraiment légal pour tout le monde encore. Tu avais 16 ans, tu étais homosexuel, tu pouvais être encore 21 chargé. Il fallait que tu aies 21 ans. Bon. On avance, ça continue, ça devient très violent. Dans les années 80, je pense qu'il y a eu beaucoup... C'est là que d'après ce que j'ai su comprendre, que c'est devenu très violent, surtout au niveau des Forces armées canadiennes. Je peux pas parler pour la GRC, j'ai pas eu d'entrevue, j'ai pas eu de volontaire, mais au niveau des Forces armées canadiennes, là, dans les années 80, ça a brassé. Des années 70 jusqu'à des années fin 80, là, ça a brassé. Là, hein. Tu parles des interrogatoires? Oh oui. Donc, c'était... le gouvernement a approuvé la création d'une unité spéciale en investigation. En anglais, c'est Special Investigation Unit. Ce terme-là existe encore aujourd'hui, là. Mais eux autres, c'était des polices militaires, surtout au niveau de l'armée. Puis, eux autres, il y avait des dossiers qui partaient d'Ottawa, qui étaient envoyés dans les SAU locales. Puis, eux autres étaient en charge d'aller ramasser les gens, de les suivre. Ils pouvaient mettre des écoutes électroniques. Des écoutes électroniques dans leur maison, dans leur appartement. Mais le but de l'unité, c'était de chasser les homosexuels. Effectivement. Ils ont créé une unité simplement pour ça. Oui. Okay. Parce qu'encore une fois, il était une menace pour la sécurité nationale. Bon, OK, c'est ça. Mais la raison véritable, c'était vraiment l'homosexualité, rien d'autre. OK? Je sais pas, je pourrais pas dire combien d'hommes versus combien de femmes. C'est certain que les femmes étaient beaucoup plus... Il y avait plus de visibilité au point de vue de leur homosexualité. Et pas seulement parce qu'ils étaient homosexuels, mais ou par association. Parce que si, tu jouais au hockey, tu jouais à la balle, peu importe, ben automatiquement, il faut que tu sois gay si t'es athlétique. C'est ça. Y a-t-il un préjugé déjà défavorable pour les femmes dans l'armée? Ou c'est assez égal maintenant? Parce que quand je pensais à ça, je me disais, tu sais, mettons que t'es une femme, t'es gay, fait que là, déjà... T'es une femme, je me dis peut-être qu'il y a déjà un préjugé que tu sois une femme dans l'armée. Mais en plus, si t'es gay, je me demande s'il n'y a pas un double préjugé là-dessus aussi. Ben, je dirais que ça a existé pendant quand même assez longtemps. Dans les dernières années, ce que j'ai vu dans les dernières années de ma carrière, c'est qu'il y a un meilleur équilibre. C'est certain que quand tu regardes le pourcentage d'hommes et femmes, ben, c'est extrêmement différent. Les forces essaient d'essayer de rétablir un peu plus le pendulum quand ça vient à ça. Il y a, dans les politiques des Forces armées canadiennes, toutes les nouvelles politiques, c'est zéro tolérance pour discrimination ou persécution ou harcèlement. C'est probablement, ça existe encore. Mais plus la vieille génération prend leur retraite, je crois moins que ça existe. Il y a certains métiers que probablement ça existe un peu plus que d'autres. On parle peut-être des armes de combat. Je ne le sais pas, je ne l'ai pas vécu, j'ai pas été avec les armes de combat. Mais c'est possible, c'est certain, parce que c'est un monde plus macho. On parle un peu comparatif peut-être à des équipes de football, de hockey, où il y a beaucoup plus d'athlètes homosexuels qu'on l'entend ou qu'on le sait, mais ils sont là. Mais c'est beaucoup moins parlé, puis ils sont pas out. Mais en même temps, je pense que le but, c'est qu'un jour, tu sois pas obligé de savoir c'est quoi l'orientation sexuelle de telle ou telle personne. Ben, c'est ça. En réalité, c'est ça. T'as pas besoin de le savoir, là. Non. Ben, tu sais, c'est de normaliser ce qui est anormal, en parenthèse. C'est parce que quelle différence ça fait si t'es un homme ou une femme? Ça l'affecte pas qui tu es, comment tu agis. Si tu es traité normalement comme un être humain, tu vas agir normalement. Une orientation sexuelle va pas changer ta personne, ta manière de travailler, ta manière de vivre avec ta famille, tes amis, ton emploi, ton entourage, etc. tout, là. Oui. Je sais pas si
si ça existe ou s'ils ont commencé, mais je sais que le gouvernement parlait de forcer les compagnies lorsque tu engages, tu fais des entrevues, tous les papiers initiaux, tout ce qui est initial, l'enregistrement initial de l'individu qui applique pour un emploi, il n'y a pas d'identification culturelle ou sexuelle ou, tu sais, jusqu'à ce que tu aies fait vraiment ta sélection presque finale. OK. Parce que c'est certain que, tu sais, t'as 10 candidats, puis, tu sais, disons qu'il y en a 5 femmes, 5 hommes, puis tu veux avoir des gars dans ta compagnie pour raison X, ben si tu vois qu'il y a 5 femmes, tu vas les éliminer en partant. Mais si tu le sais pas, puis tu regardes leur qualification, que ce soit un degré universitaire, expérience, la façon qu'ils répondent, parce que c'est de la chimie aussi engager quelqu'un, tu le sais pas jusqu'au jour où cette personne est assise devant toi pour l'entrevue finale. Puis c'est de même que ça devrait se passer, là. C'est pas encore la réalité, on le sait, mais il y a des grosses compagnies, je pense, qui commencent à regarder ça de plus près, là. Pour éliminer ce genre de discrimination-là. Puis c'est ça, quand les gens me disent « Ah, t'avais une femme? » Je dis « Tu sais, t'es gay? Ah, t'avais un homme? T'es hétéro? » Tu sais, c'est niaiseux de même quand tu y penses. Pourquoi, là? Moi, je dis pas que je suis gay. Je t'avais une femme. J'aime un être humain, mais c'est une femme. C'est ça, oui. Ça donne de même. Je veux pas m'identifier. Je m'identifie de moins en moins par mon orientation parce que c'est vraiment pas important. Non. T'sais? Non. Puis, c'est genre, j'écoutais un podcast cette semaine. Je fais beaucoup de routes cette semaine, fait que j'ai écouté beaucoup de podcasts. Puis je pense qu'il parlait, la première fierté gay qu'il y a eu à Montréal, c'est à la fin des années 70. Il y avait 50 personnes à parade. OK. Puis tu sais, aujourd'hui, moi, Eve puis moi, on est resté en plein milieu du village pendant 6-7 ans. Puis on a vu ça grossir, puis grossir, puis grossir, puis voir le party aussi. Tu sais, mais tu sais, je pense qu'on s'en va du bon bord parce que le monde s'est rendu normal pour eux autres. C'est correct, tu sais. Oui, mais il y a encore tellement de violence. Même dans le village gay, il y a de la persécution encore, malheureusement. Tu entends encore surtout au niveau des hommes, tu sais, qui se font attaquer à l'extérieur d'un bar parce qu'ils sont gays. Tu entends encore ce genre de violence-là. Je peux pas... Je veux dire, je peux comprendre dans d'autres pays, c'est triste à dire, mais on peut parler de notre pays, là, au Canada, de voir ça, ça devrait même plus exister, là. Non. Ça devrait même plus exister. Il devrait y avoir aucune attaque, aucune discrimination parce que tu es homosexuel ou que tu es noir ou que tu es asiatique ou peu importe, là, au Canada. Ouais. On se dit un pays libre, on se dit un pays qui est flexible, qui est accueillant, poli, je le dis dans mon livre, mais tu regardes notre histoire, puis ça continue, là, il y a encore de la violence, il y a encore de la discrimination. Oui. Mais tout reste dans les préjugés. Le monde... Quand le monde va apprendre à juger les autres pour leurs actions au lieu de ce qu'ils paraissent être, c'est bien. Oui, c'est ça. Tu vois un gars plein de tatous, c'est un bum. Ben non. Il est peut-être plus éduqué que toi, là, tu sais. Peu importe comment est-ce qu'ils s'habillent ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont l'air de l'extérieur, prends le temps de connaître la personne. Tu sais, si on fait ça, une personne à la fois, là, puis aussi d'éduquer les nouvelles générations. Il y a beaucoup de violence dans les ados, mais les plus jeunes les plus vieux, il y a une gap entre les deux, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est beaucoup plus flexible, que ce soit envers les homosexuels, que ce soit les jeunes hommes, la façon qu'ils regardent les familles, la façon qu'ils traitent leurs partenaires. Ils sont des papas, ils retournent, ils se voient à part égale avec leurs partenaires beaucoup plus, femmes ou hommes, que nos parents, par exemple, où maman restait à la maison plus souvent, puis papa, c'est lui qui travaillait à l'extérieur, c'est lui qui gagnait le pain, puis c'était pas à lui à prendre soin des enfants. Maintenant, c'est beaucoup plus à part égale dans les jeunes couples. Je trouve ça admirable, puis ça me dit que c'est important parce que leurs enfants, eux autres, vont avoir une mentalité encore plus ouverte, plus à part égale et peut-être moins discriminatoire que nous autres, même notre génération. Ah oui. Puis tu le vois encore entre... Je connais pas la réalité, mettons, des homosexuels, des gays, mais je sais, tu sais, même entre noirs,
il y a de la discrimination aussi entre eux. Mais le monde s'ouvre tranquillement. Mais, je pense que ce que tu fais, toi, un livre comme ça pour ouvrir les yeux aux gens sur ce que les gens ont vécu. Puis, ici, j'imagine, bon, ça s'améliore, mais il y a des pays que c'est encore illégal d'être gay, là. Oui. En Afrique, là, les gens se font... il y a des endroits où les gens se font emprisonner, violer et ou battus et ou tuer, là, tu sais. C'est extrêmement violent. En Russie, c'est encore. En France, il y a des moments... Il y a des... Jamaïque, c'est illégal. Ouais. Ah oui, j'ai appris ça encore une fois cette semaine. Il y a quelqu'un... Ah oui, Alex Perron était au podcast Mike Ward sous écoute. OK. Puis c'est ça qu'il parlait avec Alex, puis il dit... il dit, parce que Mike Ward est de la famille en Jamaïque, puis il disait, un de mes cousins là-bas, il restait avec son coloc parce qu'il fallait pas que quelqu'un dans son staff le stool, parce que sinon il se ramassait en prison. Là. Incroyable. Fait que c'est ça, puis il dit, tu regardes tout ça quand tu voyages, fais-tu attention où tu vas aller, tu sais, parce qu'il est out là. Lui, il n'y a pas de restriction. Non, c'est ça. Fait que, il dit, je fais attention. C'est sûr qu'il ne reste sûrement pas au Moyen-Orient, là, dans beaucoup de pays, là, mais... Mais non, mais ça va prendre encore plusieurs générations avant que ça change. Oui. On ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur du Canada, non. Mais on peut certainement contrôler ce qui est à l'intérieur. Chacun de nous autres, on a une responsabilité de faire ça. Là, comme tu dis, si ton livre, tu arrives à le faire lire un petit peu partout tranquillement, ben, tu verras peut-être pas le fruit de ton vivant, mais tu sais faire avancer tranquillement la mentalité, la façon des gens de penser. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment... C'est parce que c'est... Le livre, les histoires, le portrait, ça met un visage à une douleur, un visage à le résultat... Le visage, c'est le résultat de la persécution, de la douleur. Qu'est-ce que ça fait à un être humain? Puis c'est des êtres humains qui ont commencé... On a tous commencé pareil. On était des enfants, on avait des parents, on était école... Puis simplement parce qu'on a choisi d'aimer quelqu'un, que la société disait que c'était pas normal. Là-dedans, il y a plusieurs des femmes qui ont été violées. Certaines très jeunes dans leur enfance. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnalité au niveau des familles. Il y a eu énormément de rejets de la part de leur famille, de leurs amis, de leur entourage, parce que... lorsqu'ils sont rentrés dans les forces, puis là, ils ont été persécutés, puis ils ont été purgés, ben là, il y en a qui ont été obligés de dire pourquoi. Okay? Il y en a qui ont gardé le secret. Plusieurs ont gardé le secret pendant 20, 30, 40 ans. C'est énorme là, comme poids. Là. Ça rend un individu quelque peu dysfonctionnel. Il doit y avoir un sentiment de trahison. Ben, j'imagine, tu choisis d'aller dans l'armée, OK? Déjà, en partant, tu vas avoir un salaire qui est correct, mais pour le même job dans le civil, tu vas être mieux payé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dans l'armée. OK, bon, t'as des études payées, tout ça, mais t'as une fierté, tu représentes ton pays. Là, je parle dans ma tête. Là. Peut-être que je suis carrément dans le champ, mais moi, je vois ça de même. T'es là, tu travailles pour ton pays, tu dis, je veux travailler pour les forces armées, pour le Canada, puis tu te fais te mettre dehors parce que t'es ce que t'es. Ben, t'as parfaitement raison. La majorité d'eux autres, dans le livre, mais majoritairement, là, eux autres, ils ont joint les forces parce que, c'est ça, beaucoup d'eux autres, il y avait des oncles, des grands-pères, des pères qui avaient servi dans les forces armées canadiennes ou qui servaient. Ils voulaient que leurs parents, leur père, peu importe, les regardent avec fierté. Ceux qui voulaient sortir de leur situation familiale, eux autres regardaient les forces armées canadiennes comme « OK, je vais être fier. Je vais porter un uniforme, je vais représenter mon pays, je vais être quelqu'un, je vais avoir des amis, je vais avoir une place à coucher, je vais manger, je vais avoir une vie normale. » So,
partent de chez eux où c'est anormal, où ça peut être même violent. Ils s'en vont dans un endroit où ils pensent qu'ils vont être protégés, puis qu'ils vont avoir une vie normale, puis que ça va être beau. Puis ils se font persécuter à nouveau, d'une autre façon, mais quand même, ils se font attaquer. Tu sais, je parlais là, littéralement qu'il y en a qui se sont fait violer. Il y en a qui se sont fait battre, il y en a qui se sont fait admettre dans des ailes psychiatriques, médicamentées et ou choc. Puis il y en a que... Tu sais, ces cicatrices-là, c'est à vie. C'est à vie. Quand tu parles de trahison, c'est exactement ça. Tu sais, eux autres, là, ils se sont fait... Ils ont joint les forces parce qu'ils voulaient servir leur pays. C'était... tu sais, il y en a qui ont fait des carrières très courtes, il y en a qui ont fait des carrières plus longues, puis ils étaient tous bons dans leur job. Ils étaient tous fiers. Il y avait de l'intégrité professionnelle. Ils voulaient vraiment servir leur pays, porter l'uniforme. Puis... T'sais, ils se font crisser dans le fond d'une voiture, là, puis amener dans une petite salle d'interrogation. Tu sais, dans les films, la petite lumière qui descend, puis les gars passent en arrière, puis ils donnent des coups à la tête ou à la chaise. Ben, c'était ça. C'est vrai. C'était vraiment ça, les interrogations. C'est terrible, mais c'était de la réalité. C'était comme des prisonniers de guerre. Puis ils représentaient leur pays, là, puis c'était leur propre... Parce que c'était des polices militaires qui étaient la SIU qui faisaient les interrogations. Bémol là-dessus, par exemple, il faut se rappeler d'une chose, c'est que quand on sert notre pays, qu'on porte l'uniforme, tu sais, maintenant, aujourd'hui, les jeunes questionnent beaucoup plus les ordres, beaucoup plus qu'est-ce qui se passe. Dans le temps, là, c'était « yes sir, no sir, oui madame », tu sais, puis combien? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de question. Dans ces temps-là, c'est certain qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les polices militaires, il y en a des plus vieux, mais... Quand tu dis, moi, comme soldat, là, j'écoute les ordres. I follow orders. Okay? Ouais. Puis, eux autres, c'est un peu la même chose quand ils y pensent. Eux autres, c'est des soldats aussi. Il y avait une job à faire. Ils se sont fait donner des ordres, puis ils ont suivi. Puis, je peux certainement dire, je suis certain que là-dedans, il y avait des homosexuels qui avaient peur de se faire poigner, puis qui auraient fait n'importe quoi pour se cacher, incluant la job qu'ils ont fait. Je les excuse pas. Pas ça que je dis, mais il faut regarder l'autre côté de la médaille aussi. Eux autres aussi faisaient leur job. Eux autres aussi étaient fiers de porter l'uniforme. Puis, tu sais, il faut regarder seulement. Les persécuteurs, c'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire, mais c'était ce qui... C'est ce qu'on leur avait dit de faire. C'était les ordres qui étaient donnés. Puis ils suivaient les ordres. Certains qui ont pris du plaisir à le faire, je le sais, mais en même temps, il faut pas tous les persécuter non plus. On peut pas devenir persécuteur parce qu'on était persécuté. Ça marche pas de même. T'sais, il faut savoir quelque part, là, regarder dans le miroir et dire, OK, là, je suis là. Là, le gouvernement, il a fait son excuse. Je sais pas si tu savais, en 2017, il y a eu l'excuse de M. Trudeau au Parlement. Il a lu l'excuse. Okay. Il y a une copie en français et en anglais dans le livre. Diane, qui est la première dans le livre, elle a été des années, comme je disais, à envoyer des lettres, puis à demander au gouvernement d'au moins de dire oui, c'est arrivé, puis désolé que c'est arrivé. Puis finalement, je pense qu'en partir de 2015, il y a eu un recours collectif qui était parti. Ce qu'ils ont fait, ils ont sélectionné, je pense qu'il y avait 4 individus au début, mais en fait, il y a eu 3 individus, puis ils voulaient représenter les différentes régions du Canada. Donc, les Maritimes, il y a eu un individu au Québec, il y a eu un individu, puis dans l'Ouest, le reste du Canada, il y a eu un individu. Todd Ross, c'était plus Ontario, puis le reste. Il y avait Martine au Québec, puis il y avait Salida, Satalik dans les Maritimes. Donc, tu sais, ça prenait... Ils ne pouvaient pas sélectionner tout le monde, aller à des meetings, puis tout ça, ça prenait des représentants. Là. Donc, ils ont choisi ces représentants-là, ils se sont associés avec une firme d'avocats, Deloitte, puis ça a pris je pense que c'était le 18 juin 2018, je ne suis pas certaine de la date, mais je pense que c'est ça. Ils sont allés en cours, puis devant la justice, la juge, plusieurs d'elles et eux ont eu l'opportunité de prendre le microphone et de conter leur histoire. Ils ont gagné leur recours collectif. Donc, ce qui est arrivé par la suite, il y avait des dates limites pour les gens qui voulaient
avoir les rétributions. Ouais. Maintenant, ils ont un retour de leur statut de vétéran. Des anciens combattants participent avec ça aussi. Oui, ils avaient perdu leur statut de vétéran aussi. Ils ont été libérés sans vraiment... Ils ont eu leur petite paye, plusieurs d'eux autres, puis après, c'est fini. Là. Donc, maintenant, ils ont tous les bénéfices... psychiatrie, psychologie, physiothérapie, peu importe. Ça s'en vient. Là. Ils sont tous en train de finir de développer ça. Ils ont créé une organisation, je pense que ça s'appelle Rainbow Veterans of Canada. C'est une organisation à but non lucratif, mais c'est vraiment là, pour aider les vétérans qui sont gays, mais je sais pas si ça l'aide aussi à ceux et celles qui n'ont pas été atteints par le recours collectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aidés parce qu'ils ne savent pas, ils se sont pas avancés pour recevoir ce qui leur est dû. J'ai pas plus de détails là-dessus, mais je sais qu'il y a une organisation qui a été créée maintenant. Puis c'est une organisation qui est maintenant reconnue, c'est enregistré. Donc, cette année, à travers le Canada, incluant Ottawa, ils vont être reconnus comme groupe officiel pour aller porter une couronne durant les cérémonies du 11 novembre. Donc, il y a eu beaucoup d'avancements, mais le fait que le gouvernement s'est excusé, et de un et de deux, que le recours collectif a fait qu'il y a eu une reconnaissance de tout ce qu'ils ont subi pendant, pas juste pendant qu'ils étaient persécutés, mais il y en a qui se sont retrouvés dans la rue. La drogue, la prostitution, l'alcool. Ouais. Il y en a qui ont couché dans leur voiture, dans des hôtels infestés, qui étaient loués à l'heure par des prostituées. Ils ont été abandonnés par leur famille, littéralement. Il y en a qui, même avant qu'ils joignent les forces, il y en a qui étaient envoyés dans des places pour reconditionner leur cerveau, pour enlever ce cerveau homosexuel-là. C'est des choses qui... Il y a eu beaucoup de suicides. On ne sait pas combien il en reste. On ne sait pas vraiment combien il y en a eu de victimes non plus. Probablement qu'on ne saura jamais. Puis ça, c'est malheureux. Ce qui est malheureux, c'est de ne pas savoir qui d'autre qui est alentour qui ne sait pas. Quand j'ai rencontré Annie-Claude, sa meilleure amie, ils ont eu une discussion à un moment donné à propos de ça. Puis elle dit, je pense ma cousine, peut-être. Elle dit, je suis pas certaine. Tu sais, elle est sortie assez rapidement, puis il y a eu des histoires. J'ai dit, gars, si tu veux que je les rencontre, que j'en parle, peu importe, mais j'ai dit, je vais te donner le nom de Diane, qui est une des principaux membres de l'organisation. Puis elle peut la diriger si vraiment elle a été victimisée, si vraiment elle a été purgée. Puis oui, effectivement. Donc, elle a joint le groupe de Facebook, puis je ne sais pas quoi d'autre qu'elle a pu avoir, mais effectivement, elle avait été victime de la purge. Puis sa cousine ne le savait pas, mais par l'entremise de parler... Oui, ça t'allume des lumières. C'est ça. Peut-être que c'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Oui, juste parce qu'elle a compté des choses, puis elle a dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Mais effectivement... Puis si on peut avoir une personne à la fois, si on peut aller chercher une victime ou une survivante, un survivant, parce qu'il y a des hommes aussi, la mission est accomplie. C'est ça, puis c'est une couche par-dessus une couche, parce que tu dis, c'est du monde qui ont le syndrome post-traumatique déjà, puis là, s'ils perdent, après ça, ils perdent leur job, ils sont pas encadrés, t'as pas de suivi, t'as pas de médecin, de psychiatre, t'as fuck all. Abandonné. T'es abandonné. C'est sûr qu'il y a du monde qui se ramasse dans la rue, qu'il y a du monde alcoolique, c'est certain, là, je veux dire, juste un syndrome post-traumatique tout court, à gérer tout seul, mais là, si tu rajoutes ça par-dessus en plus... Oui, puis c'est parce qu'ils ont été tellement trahis qu'il n'y a plus de confiance, donc à qui se tourner? Tu te tournes vers qui, là? Tu n'as aucune confiance en personne, tu te sens complètement abandonné, trahi, battu, qu'est-ce que tu fais? T'sais, où tu vas? Il y en a là, qui ils voulaient même pas retourner chez eux là, parce qu'ils savaient ou ils pensaient ou croyaient que ils seraient rejetés aussi là, parce que tu es tellement profondément blessé. Et puis tu peux t'imaginer, là, tu passes des heures et des heures et des heures
à te faire redemander les mêmes questions, à te faire traiter de déviance sexuelle. Sur la politique, il y a 3 pages, en fait, mais il y en a une des pages, ça dit que, tu sais, c'est comparable, l'homosexualité, c'était comparable à la bestialité. Tu sais, voyons donc. You're a sexual deviant, you're a freak, tu sais, c'est tous les mots qui ont été utilisés. C'est martelé puis répété. Oui, puis on parle de jeunes, tu sais, il y en a qui avaient 17 ans, il y en a qui avaient 25 ans. Tu peux t'imaginer cette marge-là entre 17 et 25 ans, tu sais, quand t'es jeune, puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de l'Internet, il n'y avait pas, tu sais... Donc, ils ne connaissaient pas vraiment ce qui se passait à l'extérieur. Il n'y avait pas le vécu, l'expérience de ce qui se passait à l'extérieur. Tu vis chez vous, tu pars de chez vous, tu t'en vas dans les Forces armées canadiennes. Tu sais quoi? Tu sais sûrement pas des secrets d'État. Puis, en plus, tu n'as aucune préparation pour te battre contre ce qui s'en vient. Là. Ils ont été complètement martelés. C'était comme battre des enfants. Là. C'est s'acharner sur des enfants. Il n'y avait pas la mentalité, la capacité d'un adulte de se débattre. Il n'y avait aucune expérience de la vie. C'était des enfants, des ados. Je pense pas qu'il y a grand monde qui soit préparé dans la vie, de toute façon, à vivre ce genre d'expérience-là non plus. Non, effectivement. Là. Mais tu sais, quand tu es jeune, au moins quand tu es plus vieux, tu as du vécu, tu peux peut-être un peu, mais quand tu es jeune, tu n'as aucune expérience. C'est prendre des innocents, là, puis... Tu sais, comme j'ai dit, les violer. Puis pas juste violer au point de vue physique, au point de vue émotif, mental, à tous les niveaux possibles, là, ils ont été violés. Mais surtout, tu dis, en 17-25 ans, c'est là que tu finis de te découvrir. Tu sais, je veux dire, c'est là que tu finis de vraiment apprendre à quitter. Puis, après ça, tu passes sur des bases qui sont carrément fausses. Tu sais, je veux dire, tu te reconnais pas. Tu sais même... je le vois, c'est... Se faire brasser de même à cet âge-là, tu sais plus t'es qui, t'as honte de ce que t'es. La honte. La honte, c'est le mot. La honte, c'est le mot clé dans leur histoire. C'est pour ça que plusieurs se sont isolés. Puis il y en a, Diane, ça fait seulement... Elle a un fils de 29 ou 30 ans. Là. Puis je pense que ça fait juste... Quand Je crois qu'elle lui a dit en 2017, quand Trudeau a fait son excuse au Parlement. Je crois que c'est l'année qu'elle lui a dit. Ben, il y avait 28 et 29 ans, ça fait seulement que 2 ans. Là. Elle ne l'avait jamais dit. Non. Elle n'avait jamais parlé. Parce que la honte, puis pas la seule, c'est une histoire à l'autre. C'est typique de plusieurs, sinon presque tous eux autres. Donc, c'est ça, c'est ma voix, c'est leur voix. OK. Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de lire ça. Puis, je vais mettre... je vais faire la recherche sur Amazon. Puis, je vais mettre le lien dans les commentaires quand je vais poster ça aussi. D'accord. Pour que les gens puissent le trouver. Plus facilement aussi, là. Oui. Puis... Ça, c'est ça. Il y a français-anglais. Celui-là, c'est en fait l'original parce que dans ça, ce qui est arrivé, c'est que j'avais 14 entrevues. 4 sont en français. Okay. Je leur ai donné l'option de... Parce que même quand je faisais les entrevues, je savais pas vraiment encore quel format adopter, ce que je ferais avec. Donc, j'ai laissé les 4 originales en français dans le livre original, qui est celui-là. En français, c'était traduit parce qu'on m'a demandé, tu sais, j'aimerais que tu traduis. Puis j'ai tout traduit les histoires parce que plusieurs au Québec puis à Montréal voulaient avoir la traduction. Mais là, je l'ai fait par demande, je l'ai fait traduire complètement en anglais. Donc, même les 4 histoires en français sont maintenant sur Amazon en anglais. Donc, c'est pleinement anglais, pleinement français. Il n'y a plus de version française mélangée avec l'anglais. Mais j'ai encore des originaux s'il y en a qui sont intéressés. Parce que moi... L'idée derrière ça, c'était de garder l'originalité de l'entrevue, de ne rien changer. Oui, les expressions. Unedited, là, vraiment, là, d'utiliser leur langage, peu importe. Puis ces versions-là vont aller au musée de toute façon. Ça. Puis l'histoire va continuer. On va voyager, puis on va parler à 1 personne, 1000 personnes, 10 000 personnes...
n'y a pas de limite, ça. On est allé le 17 mai cette année, on est allé à Agriculture Canada. On était invité à parler devant des gens parce que le gouvernement fédéral a dicté qu'il va y avoir zéro tolérance, puis il faut éduquer les gens maintenant. Ils ont installé un programme d'éducation et le jeune homme qui est à Agriculture Canada, qui représente LGBT là, m'a appelé puis me dit « Serais-tu intéressé à venir parler? » J'ai dit « Oui, seulement si je peux emmener des amis avec moi. » Donc, j'ai appelé une des dames à Trois-Rivières, puis j'ai pris une des filles à Ottawa pour avoir anglais-français. Puis, c'était incroyable la réaction. Nicolas me dit « On n'a jamais eu une réaction comme ça. » Chaque année, il en faisait depuis peut-être 2-3 ans. C'est la première année que c'était comme ça. Là, ils vont sur les bases montrer le Fruit Machine. Ça, c'est important aussi. Puis, le Fruit Machine, c'est-tu... est-tu trouvable sur Internet oui, si quelqu'un veut le voir? C'est TVO qui avait acheté les droits. OK. Je crois que c'est encore sur TVO. Je crois que c'est la version 56 minutes qui est la plus courte. Mais si tu fais tvo.org puis The Fruit Machine, je sais que c'est en processus d'être traduit en français. Je ne sais pas à quel niveau c'est rendu. Aucune idée. Mais en ce moment, c'est ça. Tu peux l'avoir sur tvo.org. Ça s'appelle vraiment The Fruit Machine. Okay. C'est Sandbank Production par Sarah Fody, puis je me suis appelé le producteur, là, mais... Ouais. Have Kleenex. Ah oui, sortez vos mouchoirs, parce que si tu pleures pas, là, t'as pas compris. Okay. T'as pas compris. Ouais. Ça, c'est ça, grosso modo. Puis là, on est ici à la colle, puis il y a un autre projet en tête. Il y a toujours, quand on commence, on a la bébite, je vais continuer avec eux autres. Ça finira jamais, ce projet-là, parce que c'est un message qui doit se répéter aussi souvent, aussi loin, aussi longtemps que possible, pour ne jamais que l'histoire ne se répète. Non. C'est vraiment le but de ça, c'est d'empêcher... parce que ça a détruit des gens, comme je disais tout à l'heure, au niveau individuel, des familles, des générations. Ces gens-là auraient pu avoir des grandes familles, le potentiel au niveau de leur carrière. Ils étaient tous bons et bonnes dans leur carrière. Ouais. Hein. Puis c'était tous des gens performants qui auraient probablement abouti à devenir des adjudants-maîtres, des adjudants-chefs, des généraux, ils auraient été à des grosses positions, ils auraient peut-être probablement fait des gros changements positifs dans les Forces armées canadiennes, puis au niveau de la GRC, puis au niveau du Canada, de notre société, parce que nous autres, on représente, quand on va, peu importe en uniforme ou non, quand on est militaire ou même vétéran, on représente notre pays. Ouais. C'est les Canadiens qu'on représente. C'est pas juste nous autres. Là. On est là pour les Canadiens, pour représenter notre drapeau partout où on va dans le monde. Oui. Comme tu disais tantôt, on ne sait pas les chiffres, là, mais c'est des milliers de vies qui ont été... C'est des milliers de vies qui ont été en partie scrappées. Ben, tu dis 9000, mais tu multiplies ça par combien? Oui, ben tu le sais pas. Là. 9000, c'est ce qu'on sait. C'est une estimation. C'est une estimation, mais... Oui. Parce qu'à un moment donné, dans le Fruit Machine, il parle de ça, quand ils regardaient ils ont revisé certains dossiers. Tu regardes les dossiers de gens qui, par exemple, travaillent à la GRC. Tu as 25, 26 ans, puis ça fait 2-3 ans que tu travailles, disons, c'est un exemple. Puis tout d'un coup, tu sors, tu t'en vas, you quit your job. Pour quelle raison est-ce qu'ils auraient fait ça? Ils présument que les gens se sont fait donner un ultimatum. Tu t'en vas, là, tu fais pas de bruit, puis on va te laisser partir, puis il n'y a rien qui va refléter sur ton dossier, là, tu vas pas avoir un autre job. Là. Mais il faut que tu partes tout de suite. T'sais? Mais c'est parce que là, tu ne pouvais pas appliquer pour des jobs fédéraux. Là. Non. Même les militaires qui se faisaient purger sur le dossier, ça le disait souvent, là, la raison, c'était l'homosexualité. C'était marqué dans le dossier. Ah oui. Il y a eu beaucoup de destruction. Les gens, quand ils ont commencé
le recours collectif, c'est certain que là, la Cour a exigé, les Forces armées, puis la GRC, etc., de libérer les dossiers. Mais les dossiers ont été nettoyés. Là. Regarde, c'est évident, là, parce qu'il y en a qui n'ont quasiment rien. Mais c'était très stressant pour ces individus-là. Chaque individu devait présenter leur propre dossier dans le sens qu'il fallait qu'ils remplissent un paquet de formulaires. Tu peux t'imaginer, tu revis chaque fois, là. Tu revis tout ça, là, pour que tu les écris. Il faut que tu essaies de t'en rappeler. Il y a des gens qui se rappellent pas de grand-chose dans ces périodes-là. Quand j'ai fait les entrevues, là, il y en a qui me disaient... Là, ils parlaient, comptaient, puis d'un coup, ils arrêtaient. Puis là, ils me disaient... Mais c'est la première fois que je me rappelle de ça. T'sais? Mais c'est pas toujours positif là, de se rappeler de ces choses-là non plus parce que des fois, il y a une raison pourquoi tu t'en rappelles. Il y a un trigger qu'on appelle. Là, un trigger, il y a quelque chose qui se passe qui... Mais tout ça pour dire que c'est ça, ces gens-là, plusieurs d'eux autres, on parle de 9 000, mais on pourrait facilement, probablement parler de 20 000 personnes. Puis de ça, on ne sait pas combien il y a de survivants. T'sais, moi, je parle, ceux qui vivent, ceux qu'on tire, je les appelle les survivants. Ouais. Ceux qui sont morts, je les appelle mes victimes. Parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas pu parler. Puis dans mon livre, j'en parle. Ça, là, c'est ma voix, leur voix. C'est pour ceux et celles qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ne sont plus là. T'sais? Ou ceux qui ne savent pas en ce moment. Là. Puis il faut aller les chercher, ces gens-là. Là. Ouais. Ceux et celles qui, encore une fois, aujourd'hui, ne savent pas ce qui se passe. Puis qui sont encore profondément dans le placard. Ou blessés, ou peu importe. Il faut aller les trouver, ces gens-là. C'est le but du livre. Vraiment. Là. Parfait. Écoute, j'espère que j'ai pas une audience immense, mais j'ai réussi à toucher certaines personnes. Fait que j'espère que... J'espère qu'on va peut-être allumer 1 ou 2 personnes. Ça serait déjà... C'est déjà un bonus. On en prend une peut parler à 5. 5 peut parler à 20, etc. Ouais. C'est toujours ça que je dis, pas grave. Une personne, ça fait la différence dans le monde. Une voix, c'est des milliers de voix au bout de la ligne. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Christine. Merci. Comme je dis, je vais mettre le plus de liens possible pour que les gens puissent lire ton livre, puis je vais mettre aussi des liens pour le Fruit Machine pour que les gens... Il faut juste que le monde s'informe, que le monde comprenne, que le monde sache comment que ça s'est passé. Oui, c'est de l'éducation. Il faut éduquer les gens. Oui. OK. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.